Merci beaucoup et je dirais de prime abord que lorsque j'ai demandé ce qui était attendu des intervenants à cette conférence, on m'a assuré que la parole était libre. Donc je suis désolée de m'inscrire un peu en faux, monsieur le modérateur, mais la parole va être libre. Et je pense que ce sera libre aussi de la part des jeunes qui vont questionner. Je me réjouis d'en voir de très nombreux qui sont dans la salle. Pour ma part, donc, je vais parler des défis que représente pour Madagascar les changements qui se passent au niveau international actuellement, dans le court terme, mais également les changements de fond qu'on voit et qu'on peut constater quand on voit l'évolution du monde aujourd'hui. Alors, nous avons eu des chocs à court terme, enfin je dirais court terme, c'est quelques années, 2-3 ans. Il y a eu le Covid-19 qui n'a échappé à personne, qui était un événement complètement inédit. Et disons, dans le monde moderne, c'est peut-être la première fois c'est la première fois qu'on avait une pandémie. Donc ça a créé des bouleversements importants, à la fois dans les modes de vie, mais également dans le mode de production. Ensuite, on a suivi la crise ukrainienne qui a été également aussi un choc parce qu'on ne pensait pas encore à notre époque, à l'époque contemporaine, voir des guerres aussi proches, même si elles sont lointaines par rapport à Madagascar, et aussi incompréhensibles, je dirais. Sur le plan politique, sur les lames de fond, nous commençons à voir le bouleversement des alliances au niveau mondial. Si auparavant on avait la répartition au moment de la guerre froide entre les pays de l'Est et les pays occidentaux, nous avons vu avec la chute de l'Union soviétique qu'il a émergé d'autres types de puissances. Et d'abord, nous avons vu arriver les pays qui étaient anciennement des colonies, les pays d'importance moyenne sur le plan économique qui ont voulu s'asseoir à la table également de la mondialisation, et c'est ce qui a donné la création des BRICS notamment. Aujourd'hui, vous savez qu'on est en train de voir également un nouveau bouleversement dans les alliances, puisque d'un côté on a la Chine et la Russie, alors qu'on pensait qu'il y aurait un monde plus ou moins unifié autour des pays occidentaux. Maintenant, on voit qu'il y a une remise en cause de la suprématie du monde occidental, ce qui entraîne évidemment des conséquences également au niveau économique. Et d'ailleurs, au niveau économique, ça s'est traduit, si on est parti dans les années 70-60 sur des économies d'import-substitution, l'objectif à l'époque était pour la plupart des économies de produire pour son marché intérieur. La libéralisation des économies, l'arrivée du libéralisme triomphant avec la démocratisation également à partir des années 90 a entraîné l'ouverture des économies, les vagues de privatisation et également la conception de modèles économiques de croissance tirés par l'exportation essentiellement. Et nous avons suivi ce mouvement au niveau de Madagascar. La Covid et l'évolution mondiale des dernières années a entraîné un autre retour de balancier qui aboutit à une urgence et à une nécessité de relocalisation. On en a beaucoup parlé au niveau de la Covid, parce que de plus en plus, les États se rendent compte de la nécessité de reconquérir leur souveraineté au niveau économique, pas seulement au niveau alimentaire, d'abord alimentaire, mais également au niveau économique. Et également, il y a le changement climatique qui induit des modes de production et des modes de consommation qui sont différents. Et ça veut dire que les marchés qui sont comme les nôtres, les productions qui sont comme les nôtres, éloignées des marchés, des grands marchés, commencent à être de plus en plus substituées et écartées même par certains consommateurs des pays occidentaux, parce que cela veut dire qu'il y a des milliers de kilomètres à parcourir, il y a une empreinte carbone qui est forte. Donc tout cela entraîne des modes de consommation différents qui vont induire des modes de production également des réflexions différentes pour les pays comme le nôtre. Donc si on parle des impacts à court terme de la Covid, je voudrais parler un petit peu des importations d'abord. Je pense que ça arrive en complément de ce que disait monsieur le directeur général. J'ai une vision macro, je vais vous parler de ce qui se passe au niveau des entreprises. Donc au niveau des importations, nous avons
Je suis sûre que vous le savez. Nous sommes essentiellement importateurs de produits d'hydrocarbures, de machines, produits alimentaires divers et variés. Et nos principaux fournisseurs sont la Chine, l'Europe, et puis les pays du Moyen-Orient, évidemment, pour les produits d'hydrocarbures. Donc la Covid a eu un impact sur nos économies qui a déjà été un petit peu abordé, ébauché par monsieur le directeur général de l'économie, et ça a abouti d'abord à une raréfaction des produits, des intrants, parce qu'à l'issue de la Covid, il y a eu une grave crise au niveau du transport maritime international. Nous sommes éloignés des zones de production des machines, des intrants, notamment de la Chine. Et donc, les containers se sont retrouvés, c'est très simple, éparpillés dans le monde entier. Et le temps que le système se remette en place, ça a entraîné une hausse très, très importante des coûts du fret, un doublement et parfois un triplement du coût d'un container entre la Chine et Madagascar. Au-delà de cette raréfaction et de cet enchérissement des coûts, il y a également eu des ruptures de stock sur certains intrants, sur certains produits. Et notamment, vous avez entendu sans doute parler de la crise des semi-conducteurs, parce que à la relance, tout le monde a voulu recommander et produire et consommer de la même manière qu'on l'a fait pendant la Covid, alors que la Chine, qui est l'atelier du monde, était quasiment à l'arrêt pendant 2 ans. Donc, il y a eu cette hausse des prix, cette raréfaction des produits, et cette hausse des prix également n'a pas épargné les produits alimentaires, parce que, bon, là-dessus, c'est greffé évidemment la crise russo-ukrainienne, mais il y a eu également d'autres facteurs qui ont joué. Donc, ça a représenté un choc pour les entreprises en termes de production. Il y a eu beaucoup de difficultés à produire, notamment dans l'industrie, du fait de cette raréfaction du fret, des intrants. Et par-dessus ça également, on a eu une crise un petit peu de confiance, et notamment à Madagascar, il y a eu une contraction du crédit du fait de la réduction de la confiance des banques, puisque la crise a entraîné des faillites et des défaillances d'entreprises. Sur le plan de l'exportation, nous sommes exportateurs d'abord de nickel-cobalt, vous le savez, avec un Matouvi, qui représente 26% de nos exportations. Ensuite, il y a les épices, 25%. Dans les épices, il y a la vanille. Et le textile, qui est le premier produit industrialisé, transformé et industriel que nous produisons, représente 16% et c'est exporté essentiellement vers l'Europe, la France et la Belgique notamment, les États-Unis, l'Afrique du Sud, etc. En ce qui concerne le textile, la Covid et la crise actuelle a eu comme conséquence la fermeture de certaines entreprises parce que la faillite de grandes enseignes, comme vous avez vu sans doute à la télé, entendu aux informations, Camaïeu, Decathlon, etc., la faillite de ces entreprises a eu des conséquences sur les entreprises de Madagascar. Et aujourd'hui, le GFP, qui est le groupement des entreprises du textile, considère qu'il y a 1000 emplois déjà qui ont été perdus du fait de ces fermetures d'entreprises en France essentiellement, mais il n'y a pas que la France. Et je parlais tout à l'heure de modification des modes de consommation. Le fait que le mode de consommation en Europe a changé a également mis l'industrie textile, notamment en Europe, dans une phase de crise, parce que d'abord, les gens commencent maintenant à consommer des produits qui sont fabriqués à côté de chez eux. Ensuite, il y a aussi un essor très important de la seconde main. Vous devez voir, vous avez sans doute vu que de plus en plus, il y a des sites même d'échange ou de vente de produits de seconde main, d'articles textiles de seconde main, et même les grandes marques et les grands magasins comme les Galeries Lafayette ou le Printemps ont des rayons d'articles de seconde main, justement pour réduire l'empreinte carbone, pour moins consommer, moins gaspiller, comme on le faisait auparavant. L'artisanat a également été affecté, ainsi que le tourisme. Le tourisme est surtout du fait de la crise donc dans l'aviation, dans les problèmes de déplacement, mais également il y a une mode également aussi
qui est en train de changer au niveau du tourisme, et le tourisme de masse et le tourisme balnéaire vers les pays exotiques commencent à ne plus intéresser beaucoup les pays occidentaux et s'orientent plus vers des tourismes plus éducatifs, culturels, découvertes, etc. Bon. Donc, voilà, on est rendu après le choc de la Covid et de la guerre russo-ukrainienne. Cependant, comme l'a dit si bien, je crois que c'était monsieur le directeur général de Bianco, toute crise représente une opportunité. Et les opportunités, on les a vues en tant que chef d'entreprise dès le moment de la Covid. C'est pour ça, par exemple, qu'on a développé des capacités de fabrication de masques à Madagascar quelques mois après le début de la crise Covid. Mais le fait qu'on réalise aussi que la souveraineté alimentaire est essentielle, ça entraîne ce qu'a démontré par ces graphiques et les statistiques, monsieur le directeur général de l'économie, ça a entraîné le développement d'industries, et pas seulement des industries, mais également des petites unités de production alimentaire, à la fois dans l'agriculture et dans la transformation. Il y a également des changements qui sont en train de s'opérer dans l'industrie du vêtement. Et tout cela, ça a été les leçons à la fois du Covid, mais aussi les conséquences de la hausse des prix due à la crise de l'Ukraine. Donc, les opportunités sont là, mais ce que je voulais dire par rapport à la situation de Madagascar, c'est qu'en fait, les défis internationaux viennent se superposer aux contraintes locales, aux contraintes nationales qu'on vit quotidiennement en tant que chef d'entreprise. Parce que la crise a révélé et amplifié les faiblesses de notre économie. Et cette économie est faible parce que nous avons des facteurs de non-compétitivité, monsieur le directeur général du Bianco, qui sont importants. Ces facteurs sont nombreux. Tout d'abord, il y a l'environnement des affaires. Vous avez parlé de corruption, ça en fait partie. Il y a les problèmes d'énergie, d'infrastructure. Je ne voudrais pas faire toute une litanie des problèmes, mais je pense qu'il est temps pour nous de réfléchir à tout cela, de saisir les opportunités. On n'a pas saisi, nous estimons en tant que groupement d'entreprises qu'on n'a pas vraiment bien saisi les défis qui ont émergé après la Covid. Il n'est pas trop tard pour bien faire et nous pensons que vraiment ces défis peuvent être des opportunités pour Madagascar, qui a tous les facteurs qui permettraient, en termes de ressources naturelles, en termes de ressources humaines, qui permettraient de relever ces défis de l'internationalisation. Mais comme je le disais, il faut s'attaquer d'abord aux défis nationaux qui sont mis en lumière et encore plus accentués par les défis au niveau international. En ce qui concerne donc la façon, les propositions que nous avons pour en sortir et pour saisir ces opportunités, nous proposons premièrement, et peut-être vous allez dire charité bien ordonnée commence par soi-même, mais ce n'est pas une question de charité, c'est une question d'efficacité. Tout d'abord, remettre le secteur privé et les entreprises au centre du jeu. Il n'y a pas de développement sans entreprise et sans une économie qui est vigoureuse, qui est dynamique. Et donc, il faudrait vraiment commencer par là. Et si je vous le dis, c'est qu'on n'a pas le sentiment que nous sommes vraiment au centre du jeu parce qu'il y a d'autres priorités apparemment qui sont traitées à Madagascar. Le deuxième point que je voudrais dire par rapport donc aux actions à mettre en place pour relever ces défis, c'est la définition d'une vision commune. Les pays comme Maurice, et je suis vraiment fatiguée de le dire parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, on parle de Maurice. Maurice a une vision commune. Les politiciens qui sont du parti de Ramgoolam ou du parti de Juggernaut se sont mis ensemble, ils ont fait ça en 1978. Il y a eu une grave crise à Maurice, ils se sont assis ensemble et ils ont décidé qu'on allait appliquer une politique économique concertée avec le secteur privé. On définit la politique et on l'applique. Aucun politicien n'a le droit, ne se donne le droit jusqu'à aujourd'hui de dévier de la vision qui a été mise en place. Évidemment, la vision a été révisée périodiquement et je crois qu'ils sont à la 3e version peut-être de cette vision. Au début, c'était le textile et la canne à sucre. Maintenant, ils en sont aux services financiers, au tourisme haut de gamme, etc., etc. Donc,
Il faut qu'on ait une vision partagée et qu'on s'en tienne à cette vision en termes de développement économique et en termes de développement tout court. Le troisième point, c'est le choix des priorités. Malheureusement, on se rend compte qu'on n'est pas toujours très judicieux dans le choix des priorités à Madagascar, et c'est ce qui entraîne beaucoup de complications et de tiraillements. Dans ces priorités, je voudrais citer tout d'abord l'amélioration du climat des affaires, le développement d'une énergie abordable, disponible pour tous, ce qui est tout à fait possible parce que nous avons un potentiel d'énergie hydroélectrique qui est très important à Madagascar. Le développement d'infrastructures qui sont, qui peuvent être en bon état et qui permettent de circuler d'un bout à l'autre de l'île. Et pas seulement cela, au niveau également de la circulation maritime. Et là, il y a un regret quand même. Le hub au niveau maritime aujourd'hui est à Maurice, alors qu'on est un grand pays. Quand on regarde la carte, quand il y a des cyclones, vous voyez à la télé sur TF1 ou France 2, il y a une petite épingle qui est Maurice et à côté une autre épingle qui est La Réunion. Et le port le plus important de cette zone, à côté de ce gros paquebot qui est Madagascar, est à Maurice. Là, quand même, il y a quelque chose à faire, je pense, et également développer les transports aériens, parce que c'est une des faiblesses des insulaires. On n'a pas suffisamment de contact avec l'extérieur et on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Je ne résiste pas à dire que très souvent, par exemple, par rapport au continent africain, nos compatriotes s'imaginent que ce sont des pays arriérés. Il faut y aller, il faut voir comment une ville comme Dakar est développée avec des autoroutes, des bâtiments, d'un système éducatif qui marche, etc., etc. Et pareil à Abidjan. Donc si on pouvait peut-être s'ouvrir et voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, on pourrait également mieux développer notre pays. Enfin, pour terminer, je voudrais parler d'éducation, parce que l'éducation est absolument essentielle. Rien de tout cela ne sera possible si on n'a pas l'éducation. L'éducation qui commence par la base. On ne peut pas respecter le bien commun s'il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'intérêt général s'il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas tous les efforts qu'on fait seront réduits à néant. Et c'est pour ça que je me réjouis de voir de nombreux jeunes qui sont là. Je voudrais également dire, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que les points que j'ai évoqués, climat des affaires, infrastructure, énergie, tout cela peut être classé dans une grande catégorie qui est la gouvernance, la bonne gouvernance. Pourquoi on n'a pas des bonnes routes? Parce que les routes ne sont pas bien faites. Pourquoi ou alors elles ne sont pas faites du tout? L'argent est parfois peut-être détourné, utilisé, mal utilisé. Pareil pour l'énergie. On sait aujourd'hui qu'il y a des milliers de milliards d'ariars qui ont été injectés dans notre JIRAMA national, mais pourtant on a toujours des délestages et pourtant on a toujours des problèmes d'approvisionnement en électricité. Est-ce que c'est normal? Et si ce n'est pas normal, c'est que la réponse à la question, et c'est la réponse qu'a donnée monsieur le directeur général de Bianco, il y a un problème de gouvernance qui est très, très profondément ancré, et pas seulement aujourd'hui, mais ça date depuis très longtemps, puisque c'est en pourcentage du PIB, et c'est à peu près 25% en quelques années qui ont été injectés dans la JIRAMA, qui ne marche pas. Si ça marchait, on ne dirait rien peut-être. Voilà, j'ai peut-être été un peu trop franche, monsieur le modérateur. Enfin, avant de partir, je vais répondre à ce que disait, mais il y a une amie qui m'a donné la réponse de votre question, monsieur le directeur général du Bianco. Est-ce qu'on a atteint le fond? Non, on n'a pas atteint le fond. Et pourquoi on n'a pas atteint le fond? Parce qu'on est sur le Titanic. Et qu'est-ce qui se passe sur le Titanic? Il ne coule pas au fond comme ça, il est en train de se renverser. Donc notre bateau est en train de remonter et peut-être on va tous se rendre compte qu'il y a un problème quand il va être à la verticale comme le Titanic. Merci mesdames et messieurs.